On me demande parfois de raconter une ou deux scènes, des anecdotes ou autres, dont j'ai été témoin ou auxquelles j'ai participé, dans deux genres très différents. Il y en a deux qui me reviennent à l'instant. La première, au cœur d'une cérémonie qui était particulièrement éprouvante, avec des chamans de Colombie notamment. Un cercle, une maloka, et puis quelqu'un pour qui ça se passe pas bien du tout parmi les personnes qui sont là, assises proches du chaman, et quelqu'un qui, entre guillemets, comme on dirait, part en vrille. Et part en vrille, pas seulement par rapport à sa propre détresse ou ses peurs, mais part en vrille jusqu'à peut-être, et là on ne va pas ouvrir les tiroirs et les détailler, incorporer des choses indésirables. Alors ce dont je vais parler maintenant est plus lié à l'aspect de guérison, d'extraction et de pacification que ce chaman colombien a opéré de façon magistrale, sans que personne n'y comprenne vraiment rien, car il n'a pas bougé de son siège. Et ce qui s'est passé, c'est qu'alors que cette personne qui partait en vrille et qui était en train de compromettre ce rituel et l'harmonie du cercle tout entier et finalement le bien-être de toutes les personnes qui étaient là pour bénéficier de l'action, des connaissances, des soins de ce curandero bolivien, semblait complètement indomptable dans le type de force qui l'animait, hélas. Et à ce moment-là, j'ai vu ce curandero colombien se saisir de quelques feuilles et commencer à agiter les feuilles devant son visage, pointer son regard vers cette personne qui donc pétait les plombs, comme on dit habituellement, ce qui peut être beaucoup plus dommageable dans un contexte sacré, dans un espace silencieux, cérémoniel et en plein travail d'un autre type. Et là, je l'ai vu avec cette petite bougie commencer à avoir un mouvement de la main gauche qui était plus un mouvement de patte de félin que de main d'humain. Et j'observais la scène et je voyais, de par la bougie et la distance pour la maloka et les parois intérieures de cette sorte de tente, l'ombre projetée de cette main d'humain qui paraissait dans sa projection encore plus une patte de félin, et une patte de félin qui est venue descendre sur la tête de cette personne qui posait un problème pour tout le monde. Et ce chaman n'a donc pas quitté son siège et a répété ce geste circulaire. Et de mes yeux vus, j'ai vu cette personne être comme physiquement recouverte par l'ombre de la main du curandero, être maîtrisée, mis au sol, terrassé, neutralisé, puis endormi comme un bébé. Ça a pris quelques minutes, on est passé d'un extrême à l'autre, et pendant ces quelques minutes, le chaman, lui, n'avait pas bougé les fesses de son coussin. C'était une des démonstrations qui m'a ouvert les yeux sur le pouvoir de l'intention et de l'action à distance, à une époque où, aujourd'hui, on parle beaucoup de soins thérapeutiques ou de consultations qui n'ont plus forcément besoin d'être en présence, mais qui opèrent sur des registres qui semblent se jouer du temps et de l'espace et agir avec une efficacité certaine, y compris à des centaines de kilomètres. On opère là sans doute dans des champs vibratoires qui obéissent à d'autres lois pour lesquelles la séparation physique, géographique ne pèse pas du tout de la même manière que dans notre perception de la réalité tridimensionnelle. Une autre anecdote d'un tout autre type
euh, qui n'est pas dans un contexte chamanique en particulier, mais pour ne pas parler que des humains, mais aussi des animaux qui sont chers à notre cœur et des clins d'œil du destin. Il y a eu un jour où je quittais un terrain en Italie et où je disais au revoir à des chiens très chers à mon cœur, 2 chiens, en supposant que peut-être je ne les reverrai jamais, ni l'un ni l'autre. Donc j'étais évidemment très triste et affecté, et au moment où j'allais partir, il y a eu un mouvement d'un des chiens que j'avais en laisse qui a eu un geste extrêmement fort qui m'a étonné, à tel point que ça m'a coincé le poignet dans la charnière d'un portail brinque-ballant, comme si il arrivait à me coincer sur place et à repousser ce moment de la séparation qu'il avait bien sûr senti, comme les animaux savent pressentir tant de choses, ces animaux qui n'en sont pas, pour paraphraser le titre du livre de Peggy Reboul. Et donc, passer cette petite blessure au poignet, le fait de défaire la laisse et de leur dire finalement au revoir, je m'en vais donc rejoindre la voiture qui doit m'amener à l'aéroport. Et au dernier moment, au lieu de prendre la route de la côte étrusque en Toscane, en Italie, quelque chose se passe et finalement, c'est la route de terre qui prévaut. Et un petit peu plus loin, quelques kilomètres à peine plus loin, alors que la nuit tombe, il y a sur la route, devant nous, une biche qui gît comme morte sur l'asphalte ensanglanté, qui a été percutée par une voiture, percutée sur le corps, au visage en même temps, à la tête on dirait. Et là il se passe quelque chose d'étrange et j'ai ce sentiment de rendez-vous. Il est impossible de passer outre alors qu'une voiture est déjà arrêtée. Il faut descendre de la voiture, un sentiment d'urgence m'anime. Et alors que j'ai le poignet blessé, que je viens de quitter ces chiens et que je suis complètement dans l'émotion de cette séparation, je vois cette biche qui respire encore très très rapidement, qui est en sang, qui a les yeux fermés et qui gît sans aucun mouvement donc au milieu de la route avec des gens qui ne savent pas quoi faire. Là, il se passe quelque chose et je ne décide plus de rien. Je ne suis plus vraiment moi-même. Je suis porté, comme poussé par une main dans le dos, à aller vers cette biche, à la toucher. Et la première chose qui prend possession, j'allais dire, de moi, qui m'investit et qui fait que je me mets dans une position que je ne m'attendais pas à voir, m'enroule un petit peu en spirale autour d'elle et me fait me positionner dans son dos, comme si j'avais mon propre enfant contre mon ventre, son dos contre mon ventre, et je l'enlace en quelque sorte, je pose mes mains sur elle, avec ce sentiment que je ne serai jamais assez proche d'elle. Une autre voiture arrive, c'est un chasseur qui a repéré la scène et qui évidemment arrive avec son propre agenda. C'est-à-dire que pour lui, je comprends qu'il dit en italien que la biche n'a aucune chance de s'en sortir et que c'est plutôt à lui d'agir et de s'emparer de cette victime d'un accident de la route. Et là, il se passe quelque chose d'autre, d'encore plus étrange, et où au lieu de commencer à parler avec lui, d'argumenter, de m'opposer à lui, j'ai la vision d'un dôme, comme d'un igloo, qui commence à apparaître comme une sorte de demi-sphère lumineuse autour de moi et de la biche. Et la petite voix me dit « Oublie-les tous et oublie tout le reste. » Ne plus faire attention, ni au phare allumé, ni au gyrophare qui va arriver ensuite avec un camion de pompiers, ni au bruit, et juste m'isoler, être seul au monde avec cette biche qui a les yeux fermés, qui a le cœur qui cavalcade et dont le sang coule sur le bitume.
Et là, je commence à la caresser et je commence à me fondre dans cette sorte d'étreinte avec elle, protégée par notre demi-sphère qui nous rend, j'ai l'impression, comme invisibles au monde. Et d'une certaine manière, je n'entends plus rien. Je n'entends plus les sons, comme quand j'ai grimpé à la corde étant petit et que j'ai entendu la petite voix. Je n'entendais plus les camarades qui riaient, je n'entendais plus la voix du professeur, puisque ce qui m'a rappelé à la réalité, c'est le professeur qui a dit « mais redescends à la fin ». Donc j'ai compris que ça faisait longtemps que j'étais là-haut et que quelque part la réalité avait disparu. Là c'était pareil. J'étais dans cet igloo de lumière, seul avec la biche, plus rien ne pouvait nous atteindre. Une douceur est montée, une douceur comme si on était baigné dans quelque chose de chaud et mielleux, comme une sorte de médecine de lumière qui pacifiait les choses de l'intérieur, qui repoussait toute menace extérieure et qui finissait par remplir chaque interstice, chaque parcelle de vide, chaque millimètre qui pouvait nous séparer ici et là, jusqu'à ce que je me sente complètement fondu en elle, avec cette vision fugace du symbole du yin-yang tout d'un coup, comme si, étant lové dans son dos avec mes mains sur elle, en l'embrassant finalement, j'étais une partie du yin-yang et qu'elle était cette autre partie. Et à cet instant-là, tout d'un coup, elle a rouvert les yeux, elle a relevé la tête, son battement de cœur qui cavalcadait est devenu tranquille, posé, et on avait l'impression qu'il s'était quasiment rien passé, si ce n'est qu'elle avait une partie de la bouche encore gonflée, ensanglantée, un petit peu de sang sur une partie du thorax, mais son énergie, sa stabilité, son calme étaient totalement retrouvés, alors que l'instant d'avant, elle paraissait comme à l'article de la mort sur l'asphalte. Alors, on pourrait dire que c'est bien beau tout ça, mais ça paraît trop beau pour être vrai. Il se trouve que ça a été documenté, ça a été photographié, ça a été filmé par des gens qui étaient là, puisque les pompiers sont venus, que le chasseur a vu qu'il n'allait pas emmener la biche de si bonne heure, cette biche qui a pu retrouver la liberté, et qu'on m'a envoyé ensuite ces photos et ces vidéos, qu'à l'époque j'ai d'ailleurs postées sur les réseaux sociaux, de façon à témoigner peut-être de façon tangible et visible de l'extraordinaire force de la douceur dans l'invisible.